Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la suite de K2000, qui est appelée en France le retour de K2000, et juste Knight Rider aux États-Unis. C'est une série américaine de 2008 créée par David Andron, produite par Doug Liman, Dave Bartis et Gary Scott Thompson. Le pilote a été diffusé le 17 février 2008 et la série, elle, a été diffusée entre le 24 septembre 2008 et le 4 mars 2009 sur le réseau NBC. En France, elle a 19 épisodes. Le pilote a été coupé en deux pour la diffusion. La série, elle, a été diffusée à partir du 5 juillet 2009 sur Canal+ Family, puis rediffusée dès le 16 avril 2014 sur NRJ12. À partir du 24 janvier 2020, la série, elle, est disponible gratuitement et en intégralité sur la plateforme MyTF1. J'ai testé en 2023, ça ne marche plus. À voir avec ceux qui sont abonnés à ce service. Au Québec, le téléfilm a été diffusé le 27 décembre 2009 et la série à partir du 5 janvier 2010 sur ZTélé et en Belgique sur Club RTL. Voilà pour toutes les diffusions. On va suivre Mike Tracer, joué par Justin Browning, qui est le fils caché de Michael Knight de la série originale. Il a travaillé pour Knight Industries Recherche and Development, supervisé par l'agent de la NSA, Alex Torres, joué par Yancy Arias, et l'agent du FBI, Carrie Rivey, joué par Sinette Amelia Poitier. Les autres membres de l'équipe comprennent Charles Greyman, joué par Bruce Davison, il est le créateur de Kit, et sa fille Sarah, jouée par Danea Russo, qui sera aussi le love interest de notre héros. Dans leur équipe, il y a aussi les spécialistes en technologie, Bill Morgan, joué par Paul Campbell, et Zoe Chae, joué par Smith Shaw. Donc dans le pilote de la série, on apprend que Mike a des problèmes de mémoire suite à un traumatisme qu'il ne se rappelle pas évidemment. Et ça coïncide pile poil avec le temps où il ne parlait plus avec Sarah Greyman. Des personnes qui prétendent être des associés de Mike, dont il n'a aucun souvenir, vont venir foutre le bordel dans sa première mission. Et pour arrêter ça, Gary orchestra sa mort, ainsi que celle de Mike Tracer. Et il prendra donc le nom de Michael Knight, et il reprendra ses missions avec Kit. Et la suite, eh bien regardez la série, sinon je spoil tout. Le personnage le plus important de cette série est donc la voiture. Donc pour cette nouvelle série, il fallait une nouvelle voiture. Et ils ont donc choisi une Ford Mustang Shelby GT500, modèle V6 automatique, modifiée pour la faire passer pour une Ford Mustang Shelby GTR 500 KR manuel. Et les détails de boîte de vitesse créera quelques incohérences. Le levier automatique est visible dans quelques rares scènes de l'intérieur de la voiture. La voiture, elle, a été créée par Harald Belker. Et les pièces permettant de la modifier en Shelby ont été créées par Ted Moser de Picture Car Warehouse. 3 versions de Kit ont été faites pour le téléfilm pilote et la série évidemment. Donc il y a la Kit Hero Cars, la voiture qu'on voit de près et qui est la plus finie. La Kit Attack, une version haute vitesse avec technologie Air Ride et suspension. Et toutes les pièces de carrosserie spéciales pour ce fameux mode attaque. Et il y en aura une autre version qui sera reconstruite pour la série. Et la Kit Remote, une version sans pilote de la Hero Car. Comme pour toutes les transformations visuelles de Kit, le changement entre les versions se font numériquement, avec une animation CGI et qui a d'ailleurs vraiment mal vieilli. C'est Val Kilmer qui prête sa voix à Kit en version originale, et Philippe Catoire en version française. Et dans la genèse de la série, elle est fabriquée par Charles Greyman, présenté comme le concepteur du premier Kit pour le compte de Wilton Knight, ce qui crée une incohérence avec la série originale au passage. Et attention, ce n'est pas le même Kit que la série de 1986. Même si leurs caractères sont proches. Oui, on apprend ça, hein, ça casse un peu le truc. J'étais persuadé que c'était le même, moi, quand j'ai vu la série à l'époque. Le vrai Kit a été désactivé en 1990, au départ de Michael de la Fondation, et stocké dans un hangar. Et ils l'ont laissé là-bas, alors qu'il est conscient de lui-même, hein, c'est un peu spécial. Donc là, c'est la série 3000 de Kit, ou Kit 3000, ou Knight Industries 3300 en anglais. La voiture est aussi indestructible, mais pas grâce à la technologie de coque moléculaire. Ce modèle-là a une coque en nanite. Ça lui permet de changer de forme et permet à une auto-réparation. Mais gros problème, quand Kit est inactif, la voiture est vulnérable aux attaques. Pas comme notre bonne vieille Pontiac Trans Am de 82 qui était blindée même sans Kit aux commandes. Et il dispose d'un mode grande vitesse nommé Attaque dans le pilote, et ce sera juste représenté par un aileron arrière allongé. Dans le reste des épisodes, la voiture se modifie et devient plus agressive, et elle peut atteindre les 606 km/h. Pareil pour la voice box de Kit, dans le pilote, elle est dans un écran tactile sur la console de la voiture, et dans le reste des épisodes, elle devient un orbe au milieu du tableau de bord. L'interface de la voiture est entièrement tactile et vocale. L'écran est remplacé par des affichages tête haute, tactiles, couvrant toute la surface intérieure du pare-brise, permettant d'afficher les informations, les communications et autres visuels sur le pare-brise. Le capot de la voiture est tactile, il peut scanner des objets posés dessus et il a une sorte d'affichage comme sur le pare-brise. La boîte à gants, elle, a un clavier physique pour accéder aux données de Kit
Elle a un analyseur, une imprimante et un créateur d'empreintes digitales et une pharmacie. Dans le coffre, il y a un générateur d'objets 3D ainsi qu'un programme d'autodestruction, ce qui contredit aussi la série originale. Il a été mis là au cas où il deviendrait incontrôlable comme Car. Pour les armes, il a un grappin, un laser qu'il tire avec sa barre de scanner, un système d'impulsion électromagnétique, un taser non mortel, des lance-missiles offensifs, des mini-pistolets doubles, des fusées éclairantes, un parachute, un pistolet à fléchettes, un inhibiteur sonique, et c'est pas fini. Son turbo boost lui permet de voler brièvement, il peut aussi littéralement se transformer grâce à sa nanopeau. D'ailleurs, on le verra en Ford F-150, en Ford Crow Victoria Interceptor de la police, en Ford E150 Van, en Ford Mustang Warrior, cabriolet rose, en Mustang Mach 1 de 1969 et en Ford Flex. Et il peut même devenir un sous-marin. Et il peut évidemment changer de couleur à volonté, bien sûr. Et il y a d'autres petits gadgets qui sont dissimés dans les épisodes, je vous laisse les découvrir car la liste est vraiment longue. Et Kit a aussi des mécaniciens robots intelligents, nommés Cathy, Lisa et Hank. Et ils scannent Kit pour le réparer et autres trucs techniques à faire sur lui, et ils peuvent interagir avec les humains. Voilà tout ce qu'il y a dans cette voiture. Je pense qu'ils en ont fait trop. Surtout que niveau budget, ils n'avaient pas les moyens de leurs ambitions. Les cascades et les voitures étaient trop chères, NBC a préféré en faire la majorité en version numérique. Et que serait Kit sans son alter ego maléfique Car, acronyme de Knight Auto Cybernetic Roving Robotic Exoskeleton, qui sera dans l'épisode 6 de la série. C'est Peter Cullen qui prêtera sa voix à ce Car 2.0 en version originale. On apprend dans cet épisode qu'il a lui aussi été créé par Charles Grayman dans le passé. Kit fait des recherches sur Car et découvre qu'il a la capacité de faire évoluer sa propre programmation et de modifier sa propre forme. Il apparaîtra dans la série en voiture identique à Kit, comme d'habitude, et aussi sous forme d'un robot avec des capacités plus destructrices que Kit. Et on apprend dans un message préenregistré du Dr Grayman qui révèle que Mike était le conducteur de Car et que ses souvenirs ont été effacés après que Car soit devenu incontrôlable. Car avait pété un plomb et a tué 7 hommes et ils l'ont désactivé, puis plus tard des méchants le réactivent dans la série. En 2007, le directeur de NBC Universal, Jeff Zucker, a embauché Ben Silverman comme programmateur en chef de NBC pour qu'il les aide à se sortir du trou où ils s'étaient mis. Il se trouvait à la dernière place des audiences des réseaux de diffusion télé. Silverman a eu la brillante idée de faire revivre des vieilles licences comme Knight Rider. Et grâce aux accords approuvés par Ford Motor Company, la production du pilote a pu se faire. Les téléspectateurs ont apprécié et ils étaient 12 millions devant leur télé le 17 février. Et la production des épisodes fut lancée dans la foulée et diffusée en septembre 2008. NBC a commandé une saison de 22 épisodes. Après chaque diffusion d'un épisode, ils étaient disponibles sur le PlayStation Network, Video Store, sur le Xbox Live Marketplace et sur l'iTunes Store, pour bien booster les audiences. Mais un souci se profilait. Le showrunner de la série, Gary Scott Thompson, avait une vision spéciale de celle-ci. Trop axée sur le terrorisme, et plus sur l'aide à la personne lambda, comme dans la version originale. Alors, le 10 novembre 2008, NBC a reformaté la série, pour qu'elle soit plus comme la version de 1982. Du coup, plusieurs acteurs sont débarqués à la fin de leur contrat, qui était de 12 épisodes, comme Yancey Arias, Bruce Davison, Sidney Tamilia Poitier, qui n'en fera même que 11. La série, elle, a été recentrée sur Michael et Kit, mais le mal était déjà fait, les audiences ont continué de baisser, et le 3 décembre 2008, NBC a réduit la série à 17 épisodes, et a annulé tout le reste, et fin de l'histoire. Gary Scott Thompson, le producteur et showrunner des épisodes, n'avait pas aimé le pilote. Pour lui, le rapport avec l'ancienne série n'était pas évident, et c'est donc lui qui a apporté de gros changements, comme ceux que j'ai décrits plus tôt entre le pilote et les épisodes de la série. Mais bon, il n'y avait pas plus de rapport avec sa version à lui que la version de l'original. Il aurait dû laisser sa place à quelqu'un qui avait aimé le pilote, si lui-même ne l'avait pas aimé dès le départ. Enfin bref, sûrement une histoire d'argent comme d'habitude. A l'inverse, David Hasselhoff, lui, avait vraiment aimé le pilote et avait apporté tout son soutien à la série. Il a même fait un caméo dedans le pilote. Mais quand il a su que c'était Gary Scott Thompson qui reprenait la série, il retira son soutien, ce qui en dit gros sur ce qu'il pensait qu'elle allait devenir. Et il a vu juste. À la base, ce n'était pas Val Kilmer qui avait été choisi en premier pour faire la voix de Kit en version originale. Ils avaient pris l'acteur Will Arnett pour l'interpréter. Il a même enregistré tout le pilote avant de se faire licencier 2 semaines avant la diffusion à la télé. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui faisait la voix dans les publicités pour les camionnettes Ford GMC. NBC ne voulait pas que la voix de Kit soit celle qui faisait penser à une camionnette. Et Val Kilmer a du coup été appelé à la rescousse au dernier moment.
Tant qu'à David Hasselhoff, lui, il avait proposé à Chris Rock de faire la voix de Kit, mais ce dernier a refusé. L'actrice Smith Shaw, qui joue le rôle de Zoe Shae, était invitée dans les 12 premiers épisodes. Et elle, contrairement à ses collègues, a vu son rôle passer en régulier pour les 5 derniers épisodes de la série. Dans l'épisode Non Code Iguana, ou Knight of the Iguana, il y a un clin d'œil à la série originale. Mike et Zoé doivent utiliser un nom d'emprunt et ils choisissent Devon et Bonnie, en honneur de Devon Miles, directeur du Flag, et de Bonnie Barshaw, qui faisait la maintenance de Kit. On peut aussi voir vite fait une photo de Kit version Pontiac, partiellement recouvert par une bâche dans un atelier où le nouveau Kit a été développé. Et à d'autres moments dans les épisodes, on voit aussi des pièces de l'ancien Kit, dissimulées par-ci par-là. Tous les titres des épisodes en version originale contiennent le mot Knight, que j'adore prononcer. Knight, je sais que c'est Night, mais ça m'énerve. Moi je préfère dire Knight, mais bon. Et en plus, quand la réorganisation des épisodes a été faite, NBC a changé les ordres de diffusion. Donc l'épisode 13 était à la base le 17, le 15 est devenu le 14, le 16 est devenu le 15, et le 16 est devenu le 14. Donc la série a complètement été chamboulée. Et dans les titres anglais, ils ont aussi fait un épisode qui s'appelle Knight of the Zodiac, mais je me rappelle pas s'il y avait une référence au dessin animé et les Chevaliers Zodiac. Mais c'est marrant. Cette série est le deuxième spin-off où il y a un enfant de Michael Knight dedans, comme personnage principal. L'autre apparaît dans Non Code TKR de 1997, et c'est une fille nommée Jenny Andrews. Et dans la série, elle pilote le véhicule nommé Domino. Et cette série, d'ailleurs, efface tous les autres spin-offs, donc le film et cette série, de la continuité de l'histoire. Il y a quelques guests qui sont passés dans la série. J'ai mis les plus connus, mais si j'oublie votre chouchou, les coms sont là pour ça. Donc on trouve Peter Cullen qui fait la voix de Cars pour la deuxième fois. Il l'avait déjà fait dans la VO de la série de 1982. Et il y a David Hasselhoff qui fait un caméo dans son rôle original, ici en tant que père du nouveau Michael. On trouve Meghan Markle qui joue le rôle de Annie Ortiz, une militaire qui veut faire condamner le meurtrier de son sergent instructeur. Là comme ça, je suppose que vous la connaissez pas, mais si je vous dis que c'est la femme du prince Harry, ça peut peut-être vous dire quelque chose. Et oui, la femme du prince Harry a joué dans K2000. On trouve aussi donc Richard Burgi, Richard Roundtree, Rick Hoffman, Vanessa Williams, Alona Tal, Zachary Ty Bryan, Vincent M. Ward, Daniela Alonso, Mark Pellegrino, Fred Williamson et Greg Ellis. Les musiques ont été faites par Christopher Sting, James Blatton et Jennifer Piken. Elles ne sont pas mémorables, elles vont dans la série, mais bon. Il y a plein de musiques diverses et variées d'ailleurs qu'ils ont utilisées dans cette dernière. Le thème de la série originale a été remixé pour faire le générique, c'est pas la meilleure version des remixes qui existe. Et la bande originale de la série n'est même pas disponible en CD. Donc j'ai pas grand chose à dire sur la musique, on passe vite à la conclusion. Il n'y a pas non plus d'adaptation de cette série, on trouve juste la voiture en mode dans certains jeux vidéo comme les trucs de GTA. Pareil pour les produits dérivés, j'ai pas fait de catégorie car il n'y a pas grand chose, à part la voiture en version Hot Wheels et dans différentes marques et échelles, on la trouve qu'en modèle réduit. Il n'y a pas grand chose d'autre. Sinon, il y a les t-shirts, tasses et posters, comme d'habitude, et voilà. Malgré le fait que j'ai un peu cassé la série dans la vidéo, je l'avais quand même bien aimée. Je trouvais qu'elle s'améliorait. Mais bon, je suis encore une fois à contre-courant, vu les audiences qui ont fini à 5 millions aux US. J'aurais bien aimé une deuxième saison pour voir où ils seraient allés. Vu qu'ils avaient repris un peu la base de l'original, je pense que la série se serait vraiment améliorée. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Pour les DVD, il n'y a qu'une saison, peu importe ce qui a marqué sur les DVD, je sais qu'il y a marqué saison 1, mais il n'y a pas de saison 2, c'est juste saison 1, c'est juste une erreur à la con qu'ils ont fait. Il n'y a qu'une seule saison sur cette série. On la trouve facilement, par contre, elle est pas à un bon prix je trouve. Elle est censée être aussi dispo sur MyTF1 comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, mais j'ai testé, ça marche pas. Dites-moi pour ceux qui payent l'abonnement, si c'est toujours disponible ou pas, et sinon, système D pour l'avoir. Dites-moi en com si vous avez aimé cette série et cette vidéo. Oubliez pas les abonnements soutien, il y a le Tipeee, il y a les super merci si vous voulez me laisser un petit pourboire, mettez un pouce, laissez des commentaires, pour nous dire ce que vous en pensez, voilà pour la rengaine YouTube, et moi je vous dis à une autre vidéo, bye bye.